Bien, moi, pensez, nous capables commencer. Moi, que Yazot, donc, dans sa. Avec mon excuse pour un retard inhabituel, moi, que Yazot, dans sa rencontre de la commission éducation du MMM avec ban camarades de la presse, à côté de moi, Ina, Françoise Labelle, Éclisy Ribaud, ban membre active de nos commissions d'éducation. Nous en nombre un peu moindre aujourd'hui. Nos collègues sur une mission loyale, par exemple, une perdu sur maman, grand matin, donc c'est pour ça qu'il nous a trois. Alors, nous besoin surtout pour cause l'enseignement supérieur, ce qui dans mon rythme appelle l'éducation tertiaire, parce qu'il finit une série d'événements ces derniers jours qui interpellent nous. Et là, d'abord, ce qui finit arrivé hier matin. Nos conférences de presse ont déjà fini cette jour, mais hier matin, finina la nouvelle qui le vice-chancelier de l'Université de Maurice, M. Ragoupat, fin licencié. Finina quelques jours avant la dégringolade de l'Université de Maurice dans le classement leur Internet. World University Web Ranking. Finina l'épisode continu de mon étudiant étranger qui dit qu'ils ont fait une victime d'une escroquerie et trouve eux dans une situation extrêmement difficile. Finina l'attribution de ban bourse, leurs critères sociaux et mérites. Finina donc une série d'événements. Nous ajoutons à ça la commission de l'éducation tertiaire, n'est pas causé, on va dire une paralysée depuis que M. Mohadeb a perdu place, et l'ingérence ministérielle qui peut continuer nous gagner un écho. Tout cela fait que nous sentons qu'il y a un secteur clé de la vie nationale, le secteur de l'enseignement supérieur, zodi déstabilisé, zodi en crise. Et c'est pour ça que déjà, nous prévoyons pour joindre la presse sur ce sujet-là, pour partager nous l'information, nous l'analyse, dire nous les préoccupations, nous l'angoisse, et là, ne voilà-t-il pas qu'hier fini dans l'épisode Ragoupat. Donc laisse-moi commencer par ça. Situation à l'Université de Maurice, avant qu'il me passe à Françoise, qui pour cause l'eau dans la bouche, qui ne fait qu'attribuer, et Lizzie qui pour cause l'eau d'un étudiant étranger à Maurice. L'Université de Maurice me trouve Grammatin, journal intitulé 5 vice-chanceliers en 4 ans. En fait, vous venez 6 là, avec le nouveau qui nommé. Extraordinaire. J'autre mazine j'autre. Monsieur Fagouni, en 2009, licencié. On peut connaître la précédence dans l'Université de Maurice qui existait, comment je le connais, créé au lendemain de l'indépendance. Monsieur Fagouni, 2009. Monsieur Ragoupat, frère, fait l'intérim. Un intérim qui peut dire, qui n'est pas normal du tout à ce niveau-là, qui peut dire plus qu'une banane, presque 1 an et demi. En attendant, créer le ministère de l'enseignement supérieur, M. Djita Vin ministre. Grand exercice de sélection et choisir pour la première fois un étranger pour l'Université de Maurice, M. Morgan, supposément pour lui mettre l'ordre, pour donner tous les moyens pour lui mettre l'ordre. M. Morgan, là, 1 an et demi, démissionné, il dit n'a plus capable de travail. Trop beaucoup d'ingérence ministérielle. Nomme M. Soubrati pour faire l'intérim, quelques mois. Ensuite, joigne un comité de sélection, M. Djaguessar, toujours à la tête de l'Université de Maurice, le même M. Djita au ministère, et ils ont choisi M. Ramesh Ragoupat. M. Ramesh Ragoupat, rentré en juin 2012, à peine une année plus tard, ça dit moun qui s'y trouve bon, ça même l'équipe là, même council, met l'idéo. Et là, nomme
M. Ramjiawan pour faire l'intérim. Côte fin trouver ça. Jamais depuis l'indépendance, l'université de Maurice n'a pas fait une telle turbulence. Dans quelle université dans le monde où t'en dire 6 vice-chanceliers en 4 ans? Aujourd'hui, je peux lire dans la gazette qui can dire pas capable de traiter l'université comme une coopéra étatique. Mais coopéra étatique même pas capable de changer. Depuis quand on peut dire pour Tia Michel Sounaran dans CNT? Pareil si Tia Michel Sounaran, ici un vice-chancelier de l'université, ou traite l'université de Maurice, soit dirait au sans mettre d'école dans l'école primaire, même dans l'école primaire. Avant de faire ça, on réfléchit 10 fois. Et on déstabilise ou premier l'université nationale de sa façon-là. Alors, dis-moi un petit coup de qui s'en là pour intéresser pour l'appeler pour sa poste-là? Est-ce qu'il vous trouve un membre du staff de l'université de Maurice, un professeur, un associé de professeur, pour risquer sa carrière, pour l'appeler pour un poste comme ça, côte n'a aucune sécurité du jour au lendemain ou dehors? Est-ce qu'il vous trouve un étranger du niveau qui nous peut causer pour disposer, vin rentrer dans une calesse cassée, comment ça poste là, une vini là? C'est grave, c'est extrêmement grave. La réputation de l'université de Maurice est ternie et l'institution est déstabilisée alors qu'il y peut pas, nous tout connaissons, dans un moment délicat avec le nombre d'étudiants qui finit augmenter par beaucoup et qui a absolument besoin de ressources et qui y peut dégringoler dans un classement international. Donc pour nous, la première question qui est posée, et le public est un droit connu, c'est qui faire fin mettre M. Raghupat dehors. Le MMM n'est pas là pour dire si pas M. Raghupat il bien faire ou il mal faire. Il n'a même pas nos rôle pour intervenir politiquement, pour juger la performance d'un vice-chancelier de l'université. Jamais nous le fait avant. Mais qui faire le vice-chancelier fin bizarre, gain fou des hauts, le public en droit connaît. Qui manière ça même council qui nomme lui et n'a à peine un an décidé pour mettre l'idée haut? Qui s'en là qui prend cette décision-là? Le council, il est bon connaît qui le council, c'est la voix du Premier ministre qui prépondérant. Le vice-chancelier choisi par le council, Premier ministre nommé. C'est le Premier ministre qui nommé. Le vice-chancelier a choisi pro-chancellor. Visiter, c'est le Premier ministre. Bandimoun, l'eau council là, c'est le Premier ministre qui pèse de touche au poids. Regrette la loi à l'université de Maurice. Qui est derrière sa décision-là? C'est qui n'écoute radio Grammatin. Grammatin, moi, t'en ai une radio, ou à dire, il peut donner une série de raisons qui fait à M. Raghupat. Dans parmi, c'est qu'il n'a pas pris le téléphone, M. le ministre. Et où là? Moi, je suis ministre de l'Éducation. Finéna à l'université de Maurice, finéna sur vice-chancelier. Finéna, inévitablement. Bonne question, quand le gouvernement est pas nécessairement en accord avec l'université de Maurice. Mais moi, si moi un téléphone dans 5 ans, moi je fais ministre de l'Éducation, si moi un téléphone 5 fois, le vice-chancelier beaucoup. C'est un respect pour l'autonomie de l'université, c'est un respect mutuel qui ou n'a pas. Pareil comme un ministre, il n'a pas le téléphone commissaire de police, il n'a pas le téléphone d'un juge, qui va le poste constitutionnel, moi d'accord, mais un ministre de l'Éducation, il a le même respect, si moi capable de dire, vis-à-vis d'un vice-chancelier de l'université. Alors qu'il a autant dit à la radio, une des bonnes décisions, c'est qu'il n'a pas pris le téléphone du ministre. Moi, pensez le public en droit connaît. Qui fait? Et comment? Alors, apparemment, il y a une réunion council de l'université hier. Mais quand finit convoque sa réunion-là? Quand est-ce qu'il finit circuler l'agenda? Quand est-ce qu'il finit dire à membre qu'ils ont besoin pour mettre le vice-chancelier dehors? Est-ce qu'il dans sa council-là finit donne une raison qu'il fait?
Est-ce qu'il finit à council, ben, à l'initiative de qui peut faire ça? Est-ce qu'il finit dire, M. Ragopat, ah ben, venez expliquer devant le council, voilà ce qu'il nous a pour reprocher. C'est une question que le public en droit connaît. Vous connaissez le Parti travailliste depuis 2005, nous-mêmes, même nous fatigués d'y aller, les fins gâtent, les fins pourris, tout nous ban institutions NDA. Et ça, là, il arrive le tour de l'Université de Maurice pour perdre toute sa réputation et être traité comme ça. M'aurait dire, le MMM, il n'a pas là pour prendre la cause de M. Ragopat ou cause contre M. Ragopat. Ce n'est même pas le rôle d'un parti politique, ça. Mais seulement ce qui nous peut causer la stabilité, la sérénité au sein de l'institution la plus importante. Le bijou de nos systèmes éducatifs, ça. C'est l'Université de Maurice du réduit. Le public en droit connaît qui faire, quand, comment, et la responsabilité non seulement du ministre d'État, qui nous connaît depuis des années, un ZLI, point de oui, point de non dans l'université, mais la responsabilité du Premier ministre, directement engagé dans sa question-là. Le ministre d'État nous connaît à l'époque. Il a dit faire concours la peinture, mettre tel plan, pas mettre tel plan qui mangeait, bien donné dans le cafétéria, tout le monde connaît ça. Mais là, quand on fait cause, nomination au départ d'un chancelier, c'est la responsabilité du Premier ministre. Selon University of Mauritius Act, c'est la responsabilité du Premier ministre qui est engagé. Donc, ça, on vient dire, le MMM profondément troublé par un événement de ces dernières 24 heures. Le MMM très inquiet, qui pour la première fois depuis l'indépendance, contre sa Premier ministre, finalement, nous, c'est que nous, l'université, compte 6 vice-chanceliers en l'espace de 4 ans. Et nous dire enough is enough, pas capable, on dirait, toute institution peut pourrir, n'est pied dans la limite, ça coule. Ou pas connaître contre la gangrène là pour toucher. Mais l'université de Maurice, malheureusement, c'est pas seulement ça, c'est aussi la dégringolade qui nous fait trouver. Et puis, après les temps, même peut dire, faire attention, n'est que de quantité, pas permettre de ressources qui bizarres pour développer l'université de Maurice. L'université de Maurice, est coincée quand il était dans réduit. Moi, pour rappeler aux autres qui, avant 2005, tiennent un projet d'un knowledge triangle à réduit. L'autre côté, qui est pour développer avec une infrastructure, contre l'université de Maurice, qui pour gagner l'espace, qui pour gagner le financement pour y expandre. Pas fini dans ça. Au contraire, il remplir l'université là, débordée avec étudiants, sans qu'il y ait les moyens pour augmenter sa capacité, depuis sa bibliothèque, depuis la salle de conférence, depuis son staff, depuis l'équipement, on dirait en proportion avec le nombre d'étudiants. Mais dis-moi, tu peux dire bien même, on peut faire politique, on peut crier au loup, à la résultat. Ou capable de dire, moi, un seul classement de l'université sur le plan international, c'est vrai. Mais il n'empêche que quand dans un classement, l'université dégringole des côtés qui étaient 37e, pour venir au rang de 97e dans l'espace qui nous peut causer là. Un an, des ans, vraiment l'inquiétant. Et sa dégringolade là oblige nous pose la question, oblige l'opinion publique pose la question, pourquoi et comment? Et pour nous, la réponse est très simple. C'est encore une fois le résultat de la politique menée par M. Djita et ce gouvernement, c'est la qualité qui finit sacrifiée sur l'autel de la quantité. Les problèmes de fond, une fatigue causée. Nombre d'étudiants par rapport à la capacité d'accueil, la qualité de l'enseignement, l'absence de pertinence de certains cours. Moi, si j'entendais, finir à causer là qu'il y a un cours de physical education, les temps étudiants sont aussi, pas reconnaître, PSSA pas reconnaître, l'État pas reconnaître. Là qui arrivait, c'est qui du monde dit à moi, à vérifier, c'est qui l'université de Wolverhampton, qui opère en partenariat, la famille Djita,
qui disait d'un top-up course pour ça coup là. Les diplômes non reconnus, mais aussi la recherche. La recherche qui est en panne depuis des années. Alors même qui supposait dans un fonds de 100 millions de roupies, qui le Mauritius Research Council là, nous tout connaissons. Ça va un problème là depuis longtemps nous peut évoquer. Mais là, nous finissons gagner une illustration qui casse lié. C'est pas même qu'elle détermine le classement, comment on appelle ça, World University Web Ranking, 97e, pas dans le monde, dans l'Afrique. Et où vient cause nous, Knowledge Hub, International Knowledge Hub, ou pour la tire, dans les pour cause là, des milliers d'étudiants étrangers dans une situation pareille, mais c'est incroyable. Donc, premier volet de nos conférences de presse aujourd'hui, c'est nous profonde l'inquiétude, nous l'angoisse vis-à-vis de la situation à l'Université de Maurice, la perception, la situation à l'intérieur, sa déstabilisation-là, la perception de l'Université de Maurice, sur le plan national et international, et sur une implication qui manie à l'hypothèque développement de nos pays si nous laissons sa situation-là perdurer. Je passe tout de suite Françoise, qui pour commente ce qui finira en public la semaine dernière, l'attribution de 24 bourses, lors ce qu'on appelle un critère social mélangé avec mérite. Françoise? Merci Steve. Donc, concernant, j'espère mon cause assez clairement parce que on n'a pas vraiment un problème. Concernant les bourses sur critères sociaux, premier constat, ça va être publié quelques jours avant l'entrée universitaire. Quelques jours. L'université est une rentrée première semaine août et c'est quelques jours avant qu'il finisse publier sa liste là. Donc la grande question, mais qui fait une business attendre dernière l'heure pour publier sa bourse là. Et par conséquent, ban étudiants qui typent préparent autres poils suivent autres cours, d'autres déjà commencent cours et non une gagne les autres bourses, etc. Donc c'est là un premier cafouillage qui nous constate. Et nous connaissons aussi que la liste est finie soumettre depuis février. Et en avril, le ministre répond dans le Parlement qui fini gagne toute application et qui est un comité pour travailler là. En avril, il répond ça et il vient attendre commencement août là, pour publier la liste. Donc, le public gagnera pose la question qui faire. Deuxième point qui nous notait, c'est que la bourse qui va étudiant qui peut gagner à travers le HRCAD, qui est le Human Resource Knowledge and Arts Development Fund, le gouvernement, il met fin à sa scheme là. Seulement, donc, à partir de cette année-ci, HRCAD, PAPE prend une nouvelle application. Et parce que HRCAD, il met à pied justement pour ban étudiants défavorisés. Et là aussi, le ministre, toujours à travers ma question parlementaire, il donne l'information qu'en 2009, tenant 247 étudiants qui gagnent la bourse là, en 2010, 436, en 2011, 407, et pour juin 2012, au début de juin, tenant 70 qui s'est fini gagner, et bien sûr, et non les autres. Donc, tenant un train de à peu près 400 qui peut bénéficier la bourse de HRCAD. Et ça, HRCAD là, c'est ban étudiants qui, autres parents, participent tous plus que 7200. Nous rappelons ce chiffre là, 7200. Et je tiens en droit à un maximum de 150 000 roupies pour couvrir les tuition fees, examination fees, livres, etc. Et je type gagne un stipend mensuel de 3 000 pour étudiants mauriciens et 8 000 pour un étudiant rodriguais. Donc, ça, scheme là, donc, à partir de cette année-là,
il n'est plus existé, et nous au courant tout ban tribulation qui ban étudiants qui gagné pour gagner the casse au début de l'année. Ban qui peut faire deuxième, troisième année parce qu'il casse une transfert d'un autre fonds et ban étudiant parce qu'il peut gagner the casse pour deuxième, troisième année. Et là le ministre donne l'assurance. Ban qui déjà gagne à la bourse et chaque là, je peux gagner, c'est quand même fini, mais pas de nouvelle application. Nous constatons c'est que pour 2013, critères sociaux les appliqués pour 24 étudiants seulement. 16 parmi les 500 classés, dont revenu familial pas dépasse 12 000, et 8 critères HSI, je pas dans ces 500 là, critères HSI, et revenu pas dépasse 6 200. Et Moses rappelle que pour HR4 c'était 7 500. Qui gouvernement met de côté, maintenant les causes 6 200. Et pour donc là la liste est publiée et là la commission de l'éducation nous félicite ça 24 étudiants qui gagnent la bourse et nous souhaitons plein de succès dans l'étude tertiaire. Mais quelle est la conséquence de sa nouvelle formule pour les familles les plus démunies? C'est que maintenant nous constatons, avec sa nouvelle formule-là, les familles qui ont 400, 407, 426 enfants de la classe défavorisée, c'est-à-dire avec un salaire 7 500, mais dans les 6 200, quand nous avons 400 qui peuvent bénéficier de la bourse, maintenant on en a 24. Et c'est ça la réalité. Parce que je n'ai plus, et ben qui paient tous 7 000 roupies, je ne suis pas capable de bénéficier parce que c'est bien 6 200. Donc, c'est un coût quand même pour une famille au bas de l'échelle. Et tout ce mansif-là, nous pouvons donner tout mansif à partir de l'information que le ministre lui-même les donne nous à travers une réponse parlementaire. Si nous prenons les enfants 7500, donc j'ai 400, là nous payons seulement 8 avec 6200 qui vous bénéficier de la bourse. Ce qui fait nous dire que ce nouveau système-là, l'IPA favorise les plus démunis. De 247, parce que 2008, ça c'est setup, HR4 Fund, donc 2009, normalement, il fait commencer en 247, 2010, 436, en 2011, 407, nous passe à nous prendre ça 16 là aussi, 24. Nous passe à 24, et c'est ça la réalité. Donc, nous constatons que le gouvernement il trouve un moyen pour les dépenses moins escasses, les étudiants les plus vulnérables. Quand ils peuvent dire, oh, nous augmentons la bourse, pas combien, ils ne peuvent pas dire, oh, qui, ça va qui a 400 enfants, que tu peux gagner la bourse, et tu as 4, tu peux gagner. Ils peuvent dire, oh, voilà, de 60, de 30 boursiers, nous arrivons à 68 aujourd'hui, mais ça va 400 enfants là aussi étaient des boursiers. Tu peux gagner la bourse, vous êtes capable de faire d'autres études, tu gagnes jusqu'à 150 000, pareil comme on prévoit dans le nouveau schème. Mais donc, le gouvernement, il trouve un moyen pour dépenser moins escasse, le plus, les enfants qui peuvent plus bizarre. Par exemple, c'est pas intéressant, nous connaissons combien d'étudiants qui déjà sous le programme de NEF, ils soumettent d'autres applications et qui gagnent la bourse. Dans ces 7500 familles pauvres qui NEF occupées là. Combien là-dedans? Une soumise d'application et qui gagne la bourse. Et le ministre, toujours en réponse à une question parlementaire, il dit qu'il recevoir 145 applications pour catégorie B, c'est-à-dire une famille qui touche moins que 6200. Et là-dedans, 135 éligibles. Et catégorie A, les recevoir 112, 104 éligibles. Ça chiffre-là, les vignes confirment que les enfants qui sont de familles pauvres quittent le système avec ce certificat HSC.
Parce que si vous dites, ok, ben, les enfants qui sont famille à 6 200, viennent faire application, tu gagnes une bourse, et nous avons les 8 400 enfants qui passent HSC l'année dernière, mais combien sont-ils dans la famille au bas de l'échelle pour qui seulement 135 qui sont éligibles pour sa bourse-là? Est-ce qu'il n'est pas important pour ce gouvernement-là, le ministère de concert avec le ministère de l'Intégration sociale, nous préoccupons les familles pauvres depuis 10 années, là, je préoccupe les familles pauvres, même là. Des milliards peuvent dépenser, mais qui manière ça, les enfants-là, nous pas retrouvent autres, l'auban demande de bourse, code autres. Donc, il n'y a pas sa bourse qui nous peut soi-disant donner pour les enfants pauvres, qui s'en a bénéficier, qui manière nous peut faire pour assurer que les plus vulnérables peuvent bénéficier de cela. Parce que nous soulignons l'application qui nous recevons, application, l'inférieur au nombre de bourses qui n'est accordé par HR4, nombre d'applications reçues. Il gagne en tout, que ce soit les deux catégories, il gagne 257 applications, et mon fait dire qui application, bourse accordée, les 436, 407, etc. Donc, application. Et je suis capable même ajouter que le nombre de bourses accordées par HR4 en 2010-2011 est plus que le double de applicants éligibles. Il y a un problème là-dedans. Qui manière que le bourse accordé par HR4 2010-2011 est plus que le double des applications reçues pour les bourses sous cette nouvelle formule. Mais, bien une explication. Est-ce que le ministre Benoît en mesure de dire nous qui finit arriver là? Concernant les critères sociaux pour sa nouvelle formule-là, nous pensons qu'on arrête ou seulement au revenu familial, il n'est pas faire justice à beaucoup. Dans beaucoup de pays, quand nous cause critères sociaux, c'est bien sûr revenu familial, il prend en compte, mais on prend en compte aussi le nombre d'enfants qui a à charge de cette famille. Ou bien prend en compte, est-ce que ça dit là, il peut payer le loyer? Est-ce que ça dit là, il peut rembourser l'eau de la case? Ou bien il y a la case qui gagne, donc il peut la dépenser au logement? Est-ce qu'il y a des enfants handicapés? Est-ce qu'il y a une vieille maman, un papa handicapé qui peut bien occuper? Donc, ou arrête ou 10 à un revenu, que ce soit de 12 000 ou de 6 500, il ne peut pas faire justice. Et ou bien prend sa main les autres critères pour ou capable, parce que c'est cause équité. Donc, si nous avons équité, si nous avons être équitable, et non plusieurs critères qui nous apprennent, nous ne sommes pas capables d'arrêter seulement au revenu familial. D'autres questions que le public pose, et surtout d'après l'information qui nous tendait dans la radio, il semble que pas faire vraiment visite dans une famille des applicants, et qui van officier pertinent le moyen pour vérifier les informations fournies par les parents des applicants. Ça aussi, est-ce que M. Benoît pas nécessaire pour venir éclaircir le public? Non, oui, nous tu faire visite, non, nous pas tu faire visite, nous c'est dans telle façon pour nous vérifier les informations qui nous sont de nous. Donc nous pensons pour éliminer ça doute là, M. Benoît et non le devoir venir expliquer. Par exemple, est-ce que pour Rodrigue, critères différents, est-ce que les bénéficiaires dont le revenu ne dépasse pas 12 200, est-ce qu'ils ont besoin dans la liste 500 ou pas besoin dans la liste 500? Est-ce que le public mauricien, les publics mauriciens, les citoyens de la République de Maurice, pas en droit comme ça? Et donc, nous sommes capables de conclure ce chapitre-là pour nous dire que cette formule n'est pas favorise plus démunis, 8 ou 24 boursiers au lieu de 400 qui tu peux gagner dans les 2 dernières années, bizarre qui est non ban critères transparents et qui ban critères pas capables d'arrêter seulement le revenu familial.
le ministre Benoît nous Stanley à la radio, il n'est pas capable de continuer à balayer d'un revers de main questions que le public pose. Et il dit, et non Equal Opportunities Commission, d'ailleurs, et je crois que Stanley dit qu'il y a un représentant de Equal Opportunity Commission dans sa comité de sélection là. D'après mon information, pas personne de Equal Opportunities Commission qui forme partie dans le comité de sélection. Maintenant, une information qui m'a laissé confirmer au maximum et qui pas non. Et ça, bon, le ministre, par exemple, il dit à nous, voilà, c'est non, monsieur X de X. Je ne pas connaître que ce n'est pas monsieur Glover, ou assistant, qui s'en a, qui vient dans le comité de sélection. Et ça nous demande monsieur Benoît avec force, il dit qu'il y a un représentant de Equal Opportunity Commission dans le comité de sélection, nous demandons avec force, vient dire nous qui s'en a, sinon nous prenons les points de forceur. Enfin, il a confirmé qu'il y a une forceur. Donc, ça, c'est une affaire qui est très importante. Donc, nous demandons, rendre public, parce que quand c'est tout ça en sélection là, première fois vous faites, qui s'empêche, donne une shortlist. Parce que, par exemple, quand il y a un boursier, quand il y a un lauréat, on donne une shortlist, on dit, bon, les premiers 3, 4, ils gagnent la bourse. Mais qui fait ça, il ne fallait pas qu'à faire. Nous demandons les faire et nous demandons les donner les explications nécessaires pour donner un petit peu de crédibilité des affaires là. Nous pouvons trouver comment toute une institution peut perdre de crédibilité, pas continuer à faire une institution perdre toute crédibilité ou bien le peu de crédibilité qui reste. Voilà. Merci. Françoise, il cause un sujet très important et qui, Mauricien, tenir très à cœur dans la bourse. C'est qui, ça l'exercice qui fait faire là, il y a deux volets. Premier volet, c'est établir une liste qui s'en est éligible. Le gouvernement, comme Françoise India, il met 6 200 roupies, 12 000 roupies, qui fait, personne ne pas connaît. Pour que la monnaie coule d'al, c'est 8 500 roupies. On dirait qu'il va y. Poverty line, d'après Statistics Mauritius, c'est 7 000 roupies. Mais continue à sa bande chiffre là, 6 000 12 000, qui fait. Donc, premier exercice, c'est établir une liste dans parmi tout le monde qui demande la bourse, mais qui sont là qui gagnent moins que 6 200. Ça, critère, qui fait une critère revenu familial, comment fin calcule revenu familial, et qui manière fin dresse la lisibilité, nous pédimons, nous exige la transparence, et nous demande le ministre Benoît vient dépose sa bande détail là dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Deuxième volet, c'est une fois où on gagne la liste 110 personnes qui est éligible, qui tombe en bas 6200, dans sa son là, ou pour le trier, ou pour le choisir 8 qui pourraient la bourse. Qui manière de faire ça? Sa shortlist qui, Françoise peut dire là, où on classe là-dedans, où on prend un résultat HSI, ou dire, sans application, c'est la première, c'est la seconde, c'est la troisième, ALM. Ça, la liste là aussi, nous disons, dépose ça dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Nous pouvons mettre le ministre Benoît devant son responsabilité. Nous d'accord, nous-mêmes, nous d'accord, qui ciblent les enfants plus défavorisés pour un certain nombre de la bourse, seulement nous dire qu'on fait ça, pour qui Mauricien continue à gagner confiance dans le système, ou bien transparent en termes de qui critères, et ou bien transparent en termes de qui s'en là ou choisir comme boursier, comment on fait ali, et nous fait demander donc, au nom de la commission, au nom du MMM, que le ministre Benoît vient dépose sa bande détail là dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale, comme ça il fait justice à sa bande enfants qui gagnent la bourse là, pour qui peine un climat de soupçon et du monde peut dire qu'il fait un tel, pas un tel, pas un tel. Mais on passe tout de suite, Lizzie, parce que les problèmes, ces jours-ci, ce n'est pas juste nous, bons enfants mauriciens, mais aussi ça coup là, un étudiant étranger qui n'a tiré pas causé dans les Tchad. Lizzie? Alors, nous, dans MMM, nous ne sommes pas capables de pas interpeller ces jours-ci par le scandale, le calvaire de savoir un étudiant népalais et indien à Maurice. Savoir un étudiant là, une victime, un réseau d'escroquerie dans l'Inde, dans le Népal et dans Maurice. Vous êtes une victime d'une publicité
mensongère. C'est une fait enregistré pour l'étude dans le secteur tourisme et l'hôtellerie. C'est une paye beaucoup cash à l'intermédiaire dans notre pays. Et en retour, je gagne la promesse qui, après 6 mois d'études, je peux travailler soit dans l'hôtellerie, dans Maurice, dans un grand bateau ou encore dans un groupe hôtelier à l'étranger et que je peux gagner un salaire environ 70 000 roupies par mois. Sa publicité-là, il promet d'autres aussi qu'ils sont capables de gagner un débouché professionnel en Australie, Canada, Amérique. Publicité-là cause un collège spacieux avec toute l'infrastructure sportive, loisirs, activités extracurriculaires. Mais comme un étudiant là arrive ici, c'est que je trouvais, c'est pas dans la librairie, il n'y a 2-3 livres, il n'y a aucune facilité internet, il n'y a aucune autre facilité. Tu dis aussi qu'ils sont pour dans un hostel au coût de 75 € par jour pour comprendre la chambre et tous les repas. Et au lieu de cela, quand je suis arrivé, je trouve dans un endroit que je devais payer 150 € par jour avec petit déjeuner et dîner seulement. Premier jour d'admission, on dit à un étudiant, il s'est forcé pour signer un contrat au sujet de mes cours, de mes conditions d'hébergement, sans même que je trouve mes conditions attachées à ce contrat-là. Et quand je refuse de signer, et quand je t'exige qu'il rembourse de casse pour se rendre dans notre pays, direction l'institution acceptée pour rembourser seulement 10% casse que je suis dépensé. Et aujourd'hui, ça m'a un étudiant là peut vivre un vrai calvaire. Nous tout connaissons, nous apprenons. Et dans les trois, une réalité, sans nier, une perdue de casse. Les autres, encore la même, je paie la casse. Je aménage un appartement que je paie dormir à 6 dans l'ensemble et je peux payer un loyer 10 000 roupies par mois. Je peux manger un seul repas, je peux dîner seulement et ça aussi je ne peux pas connaître jusqu'à quand je suis capable de se manger. Et je retrouve sous le coup d'une expulsion vu que je visa de séjour à Maurice pour terminer dans les jours qui viennent. Il semblerait toujours dire à un étudiant qu'il faut à travailler dans l'hôtel, soit dans front office, soit dans bar, soit dans restaurant ou à la cuisine, sans aucune rémunération, sans aucun salaire, sans aucune casse. Nous unanimes pour dire qu'il s'avance faire une bien mauvaise publicité pour l'île Maurice et nous demander qu'il y ait une enquête serrée soit menée et que les coupables soient sanctionnés. Mais plus que ça, nous tenir la Tertiary Education Commission et donc le ministère de l'Éducation tertiaire entièrement responsable de sa situation-là. D'ailleurs, dans le cas de maladministration de la tech, font légion. Je donne 3 exemples. Un communiqué de la tech le 2 août 2013 dit qu'il a Oceana International Business School pas autorisé pour recruter nouveaux étudiants. Et c'est une des institutions en cause. Deuxième exemple, dans un communiqué le 19 décembre 2012, la tech toujours tire un communiqué pour dire que l'accréditation de tout ban cours offert par l'école de médecine Louis Pasteur est expiré et que le public est avisé de ne pas s'enregistrer pour aucun de ces cours. Troisième exemple, communiqué tech 29 mai 2013, dire que le Moras College of Dentistry and Hospital and Oral Institute pas autorisé
pour recruter étudiants première année pour des cours menant au Bachelor of Dental Surgeon de l'Université de Bhavnagar pour l'année 2013-2014. Voilà 3 exemples. Quand il donne enregistrement, ça peut la tirer, puis arrêter, puis suspendre. À partir de là, nous posons une série de questions. D'abord, cette escroquerie alléguée, est-ce qu'il n'y a pas une conséquence directe de la politique du gouvernement à viser à accueillir 100 000 étudiants étrangers à Maurice d'ici 2020? Ministre Gita, fièrement dans le Parlement le 19 décembre 2012, il dit que we have set ourselves clear targets until the year 2020. Encore une fois, comme on nous dit avant, le ministre Gita il favorise la quantité au détriment de la qualité. À cela, on arrive au Tertiary Education Commission. Est-ce que la TEC analyse minutieusement la demande d'ouvrir une institution tertiaire à Maurice avant de, comment dire dans ce bas de responsabilité, register those institutions and accredit their programs? Est-ce qu'il y a une analyse sérieuse? Est-ce qu'il y a une analyse, sa package qui peut offrir à un étudiant étranger là? Peut offrir aux autres logements? Oui, mais écoute ça. Peut offrir aux autres ce travail après? Écoute ça, dans quel secteur? Peut dire ce travail dans un grand hôtel? Lesquels? Est-ce que ça m'a l'hôtel là prêt pour employer ça un étudiant étranger là? Est-ce qu'il y a une enquête serrée, le cours qui peut dispenser et les qualifications du personnel? Sur le lieu que ce cours là peut donner, sur l'infrastructure, sur les facilités qui seront offertes aux étudiants. Au moment que la demande est faite auprès de la TEC, institution qui peut faire demande là, dire qu'il y a affilié à une université étrangère. Est-ce qu'il y a une enquête pour dire, pour trouver que c'est vrai ou non? Est-ce qu'il y a une enquête pour savoir si les étudiants ont fini étudier, quelle va être l'équivalence et la reconnaissance de ce diplôme qui peut donner nous autres là? La TEC, est-ce qu'il en arrive l'air pour les obligatoirement gagner une copie, ça va une publicité qui paraît dans le journal et l'internet? Mais nous dire que le monitoring de la TEC pas capable d'arrêter une fois que l'institution là est enregistrée. Après l'ouverture de l'institution qui gagne son permis, est-ce que TEC pas besoin d'un un droit de regard le niveau ban cours, le tenue ban examen? Pour faire ce monitoring là, est-ce que TEC a le personnel nécessaire? Et à quelle fréquence bien faire ça monitoring là? Maintenant, dire qu'il a la possibilité pour les étudiants, je dis la possibilité, travail part-time ou un maximum de 20 heures par semaine. Est-ce que, quand il offre aux autres sa possibilité là, pas puis on bête autres? Est-ce que c'est pas une leurre? Est-ce que c'est pas un appât malhonnête? Qui fait nous dire ça? Parce que sa possibilité de travail part-time ou 20 heures par semaine, est-ce qu'il y a une réalité dans un pays qui, troisième trimestre de 2012, il accuse un taux de chômage de 46 800. Parmi 19 300, c'est la moins qui 25 ans. Est-ce qu'il n'a pas pu embêter ça un étudiant étranger là? Est-ce que nous avons le devoir moral de nous assurer
en tant que pays hôte, pays qui peut recevoir ces étudiants-là, qui va une condition dans lesquelles ces étudiants étrangers-là peuvent vivre, ces conditions-là, sont décents, sont humains. Est-ce qu'il nous pas besoin de légiférer, comme c'est le cas pour les travailleurs étrangers? Est-ce qu'il nous pas besoin dans la loi pour les étudiants étrangers? Si nous qui faire tout ce qu'il nous peut dire là, nous dire donc ça peut mal faire. Les résultats sont là. Soit pas peut faire, soit peut faire mal. Mais les résultats sont là pour prouver que monitoring n'a pas pu faire. Nous dénonçons la faillite totale de la Tertiary Education Commission. Et au-delà de ça, nous dénonçons et nous mettons en cause directement la politique de M. Djita, qui place le nombre comme unique objectif du développement tertiaire dans le pays. Ce n'est pas en traitant les étudiants étrangers comme on nous peut traiter les autres ces jours-ci que nous vous transformons Maurice en un Regional Center for Excellence dans l'éducation tertiaire qui M. Djita content vente ou créer un Knowledge Hub. Voilà. Lizzie peut poser sa question fondamentale là. Est-ce que finalement, ça mirage du Knowledge Hub mauricien là, pas devine un piège pour étudiants étrangers? Parce que c'est ça la question fondamentale. Et bonne question, Lizzie me pose une série. Bonne question, restez comme ça, sans réponse. Mon cas ajoute à ça. Moi, mon envie connaît ce qui c'est vrai ou pas, l'information qui peut circuler là. Si University Grants Commission de l'Aisne finit écrire la commission pour l'éducation tertiaire pour dire qu'Eilim, l'université d'État, n'a pas gagné droit, après ce qui est arrivé là-bas, arrestation, vice-chancelier, directeur de l'examen, registrar, n'a pas en droit et n'a une antenne et un offshore campus dans Maurice. Question, est-ce que la TEC fin faire l'audit de l'université de Maurice récemment? Si oui, quel bon résultat a été? Bien apparemment, on peut poser une question à travers les autres. Est-ce que la TEC lui-même peut fonctionner aujourd'hui? Qui fait l'IP directeur? Qui fait pas faire rien pour remplacer directeur? Est-ce que la commission pour l'assurance qualité, Committee for Quality Assurance de TEC, lui fonctionner? Qui c'est là qui préside cette commission-là? Qui l'y fait? Question beaucoup sans réponse et pourtant un nuage peut accumuler à l'horizon. Alors, avec un côté, ce qui y fait dire, problème étudiants étrangers, avec manque de transparence qui, Françoise, nous rappelle nous, avec la catastrophe qui peut arriver à l'université de Maurice, laisse pour conclure, on rappelle un coup de bien ce qu'il y a un même dire. Un même dire d'un côté, où on a une politique gouvernement favorise qualité au dépend de la quantité. Et il y a une politique laisser-faire, la porte ouverte, n'importe qui du monde venu. Laisser-faire vis-à-vis de l'institution privée, laisser-faire vis-à-vis de l'étranger. Si vous mettez ça dans le cadre, l'absence d'un cadre régulateur approprié, l'absence de la TEC comme mécanisme performant pour appliquer ce cadre régulateur-là, résultat, c'est qu'ils ont dit, ou peut mettre à risque l'avenir de mon étudiant mauricien et ou peut ternir la réputation du pays. Ça, un côté. L'autre côté, non-respect de l'autonomie de l'université de Maurice, qui est un principe sacré depuis Bolom Goulam 68 même. On ajoute à ça l'ingérence de M. Djita, l'ingérence ministérielle sans précédent. Un côté. L'autre côté, la politisation outrancière de l'université de technologie et de mon institution de l'enseignement supérieur. Tout cela peut déstabiliser le secteur. Nous pouvons dire qu'on est arrivé là, nous costé avec le point de non-retour. Et le premier responsable, au-delà de M. Djita, nous connaissons M. Djita, bilan catastrophique, nous faisons le bilan l'année dernière, encore plus catastrophique un an après. Je dis c'est la responsabilité du Premier ministre qui est engagé. Si encore capable d'un ressaisissement, c'est là les premiers ministres qui branchent aux responsabilités, sinon ce sera le point de non-retour, pareil comme dans d'autres pays,
ou Mazine Madagascar, qui dans les années 60 tient pôle, l'université de Tana, pour l'éducation dans la région qui vini, ben Maurice aussi. Nous pourrons retrouver nous dans la même situation, avec une institution sans crédibilité, qui pour débarquer tous les ans le marché du travail des milliers de diplômés, qui pour finir chômeurs. L'heure est grave, c'est qui n'arrivait hier grand matin dans l'université de Maurice, c'est un coup de semonce, c'est un rappel à l'opinion publique mauricienne. Soit nous ressaisis, si encore capable, et nous n'en doute, hein, soit c'est la catastrophe, nous peut arriver le point de non-retour. Voilà, en quelques mots, nous réflexions par rapport à la situation dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'il y a un sujet assez technique, mais quand il y a quelque chose, comment c'est qu'il arrivait, il y a là, qui sort tout du monde, qui réfléchit, qui réalise qu'une université, c'est pas une lisine, qu'on tout sens manager tous les 6 mois. Hein? Bon, pas d'autre la parole, si jamais il y a besoin d'éclaircissement, nous pouvons comme toujours un petit handout qui résume la structure de nos conférences de presse. L'affaire man étudiant étranger, il était comme sur MQA, qui à cause du conseil man vocational course. En tout cas, les typiques du ministre Gita, c'est qu'il dit dans le Parlement, dernière séance, Madame Doukan, à l'ajournement, soulève le problème de l'étudiant étranger. Même des involtures. Il dit attention, je peux faire confusion, MQA, ça c'est le ministre Banouari. Ah ben moi, une cause avec mon pièce, moi, je donne une instruction pour faire l'enquête, c'est tout. C'est un dimoun qui n'est pas senti les concerné. Quand nous soulève le drame de sa banzaine médecin qui n'a le formé dans la France, pareil. Ça n'a pas concerné ça. Ça, c'est l'ancien ministre Bigadou, c'est ci, c'est là, mais ça n'a pas concerné. Aujourd'hui, étudiant étranger, ça n'a pas concerné. Là, si vous parlez du monde qui n'arrive dans l'université Maurice, il peut dire, mais ça c'est carré, ça ne m'a pas concerné là-dedans, moi. C'est ça l'attitude qui finalement nous amener, un côté publiquement vis-à-vis des journalistes, sur la même propre, il n'est pas concerné, ou dis-moi nous qui fait dans le ministère là, mais dans les faits, ils mettent son aîné, ils mettent son lamé, partout côté pas bizarre, et ils viennent tout en bas là-haut. Mais m'aurait dire, hein, faudrait pas nous focaliser sur le ministre Gita. Le ministre Gita nous connaît qui y était. Mais là, dans le cas de ça, l'université de Maurice, là, c'est la responsabilité du Premier ministre lui-même, selon les termes de la loi, qui est engagée.